Bonjour, vous écoutez le podcast de la maison Firmenich qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la maison Firmenich et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis honorée et ravie d'accueillir Amandine Claire-Marie. Bonjour Amandine. Bonjour Isabelle. Dans votre apprentissage des matières premières, tout votre sens du goût s'est peu à peu développé. Vous dites aimer chercher l'idée, en dessiner les étapes préparatoires, puis voir l'ensemble se réaliser. Bref, les choses se construisent, naissent et vivent dans votre tête. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est un peu la question du jour. Le mouvement, les couleurs, les formes, vous avez sans cesse besoin d'avoir des perspectives. Vous avez une fascination pour les fleurs, normales. Ce sont vos complices quotidiennes. Mais pour commencer, en quelques ingrédients pour la formule de votre personnalité, veuillez décrire votre rôle à Firmenich. Je suis parfumeur créateur de parfums. Mon rôle, c'est de chercher de nouvelles idées, de nouvelles associations, toujours chercher la nouveauté, tout en étant évidemment agréable, puisque le but vraiment du parfum, c'est de faire plaisir aux gens. La seule utilité du parfum, c'est le plaisir. Donc voilà, toujours chercher l'innovation tout en étant plaisir, agréable. Ça, c'est des mots qui reviennent tout le temps pour nous et c'est pas si facile de se renouveler en permanence. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le groupe Firmenich? J'ai longtemps travaillé dans une plus petite maison, c'est là où je me suis formée et j'avais vraiment envie, au bout de plusieurs années, de découvrir de nouvelles matières premières, découvrir la palette Firmenich. C'est vrai que je voyais ces matières premières passer lorsque j'étudiais les parfums créés par Firmenich. J'avais très envie de pouvoir aller jouer avec, rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouveaux parfumeurs. C'est vital pour moi, l'échange. J'adore travailler en équipe. Je trouve ça tellement enrichissant. Il y a vraiment aussi cette notion d'entreprise familiale. C'était important dans mon choix. J'ai toujours travaillé dans des entreprises familiales et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très humain chez Firmenich et on a une grande liberté et ça c'est hyper important pour moi. Je note deux mots, équipe et liberté. Alors on va peut-être les développer un peu. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que par définition on sait peut-être l'imaginaire pense que le métier de parfumeur est assez solitaire, comme l'écrivain, comme l'artiste. Or là, il y a une autre dynamique. La création de l'idée est toujours solitaire. Le point de départ est solitaire, évidemment. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire seul, qu'on ne peut faire que seul. Il y a des projets que je travaille seule, évidemment, mais les grands projets qui sont très longs, c'est une autre source de créativité. Ça nous permet d'avoir des soutiens aussi, de pouvoir quelquefois expulser la pression de certains projets, amener de nouvelles idées, une nouvelle vision. Il y a le travail en équipe avec les parfumeurs, mais aussi le travail en équipe avec les FDM, donc les évaluatrices, le commercial, évidemment. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment une équipe qui travaillent ensemble. Et quand ça fonctionne, ça donne une puissance pour la création qui est impressionnante. Qui est impressionnante. Ouais. Et qui se ressent au sens propre et figuré et qui s'entend et exactement. Et vous savez partager. Exactement. Ça marche aussi parce que vous avez cette marge de liberté dans la création. Exactement. Ça ne doit pas être imposé. Je pense qu'un mariage forcé, c'est compliqué. Quand vraiment tout le monde avance dans le même sens, ça nous permet d'aller encore plus loin. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin dans cet environnement? C'est la création, découvrir. Je suis très curieuse, mais pas que en parfum. C'est ma vie est comme ça, je m'arrête jamais. J'ai toujours des projets, que ce soit de voyage, d'immobilier, de décoration. En fait, je bouillonne intérieurement. Je pense que je suis assez fatigante. Pas trop fatiguée? Non, ça va. Mais il faut toujours que j'ai des projets. Voilà, c'est ma locomotive, c'est mon carburant en fait. En mode active. Exactement. Peut-être pas hyper active quand même. Non, je suis pas hyper active, mais j'ai besoin de créer. C'est vital. Alors, vous avez cité vos centres d'intérêt. Quel lien faites-vous entre ces centres d'intérêt, les voyages, avec des exemples sans doute, la décoration, un talent qu'on va découvrir avec vous, et le parfum? Il y a quand même peut-être des liens ou pas.
Oui. Moi, je trouve qu'il y a complètement des liens. Puis ce qui compte, c'est de créer et de construire quelque chose. Je suis beaucoup dans la création. Je parle beaucoup même des fondations du parfum. Je trouve qu'il a besoin d'une assise pour pouvoir après se développer. J'aurais adoré être architecte, par exemple. Voilà, je pense que si j'avais pas été parfumeur, j'aurais fini par devenir architecte pour créer et construire. Et d'ailleurs, moi, les parfums, je suis très visuelle. Dans ma tête, je les imagine vraiment visuellement. Avec quels mots, si vous deviez les décrire, quelle image vous avez et avec quels mots les décririez-vous ? Je les vois comme une construction. Je vois les matières premières, voilà, qui... On est à la limite aussi je bouge beaucoup les mains là, vous ne voyez pas, mais on est aussi à la limite presque de la poterie, de malaxer, créer. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'ai passé ma vie dans le jardin chez mes parents à faire des mixtures de fleurs, de terre, d'épices. Donc, il y a quelque chose de très concret. Et très tactile. Là, très vous êtes dans le geste qu'on ne voit pas, mais il y a un lien avec les autres sens. Le goût aussi est très développé. Oui. Alors ça, c'est lié à votre histoire. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Pendant que je me suis formée à l'ISIPCA et que j'ai commencé à sentir régulièrement des matières premières, puis après, même pendant mon apprentissage, en plus, j'ai eu la chance de faire un apprentissage à Grasse. Donc, j'ai découvert des nouvelles fleurs, le soleil. Enfin, je connaissais évidemment, mais... J'ai découvert une nouvelle cuisine. J'avais jamais vécu dans le Sud. Et donc, il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi. Et franchement, ça a été un choc de sentir ce goût, ce sens du goût, se développer complètement en même temps que l'odorat. Vous parliez à l'instant de votre enfance. C'est là aussi, quand on développe son sens, en particulier olfactif pendant ses études, on a des réminiscences de souvenirs olfactifs. Ils vous ont certainement aidé. Vous en avez quelques-uns à nous raconter ? Oui, bien sûr. Ils m'ont aidé, mais je pense qu'ils m'accompagnent tous les jours inconsciemment. Je suis toujours à la recherche des grands floraux. J'adore travailler les fleurs. Voilà, mon premier grand succès, ça a été Chloé, le Chloé Signature avec Michel. C'est une rose. À l'époque, les roses, c'était plus tellement à la mode. Et je suis très contente que ce soit mon premier grand succès sur le marché. Oui, il y a ce côté végétal. J'ai passé beaucoup de vacances en Normandie. Mes grands-parents avaient des champs, il y avait un étang. Donc il y avait tout ce côté végétal, aquatique. Plus que floral, à vous entendre. Les deux. En fait, il y avait de tout. C'était un mélange. Les roses, évidemment, mais il y a aussi ce côté végétal. C'est pas forcément les fleurs dans leur côté opulent, c'est dans leur côté végétal, naturel, comme à l'état pur, quoi, naturel. Et pour rester dans cet univers floral, est-ce qu'il y a des plantes à parfum, du coup, avec lesquelles vous avez peut-être le plus d'affinité, qui vous inspirent plus ? Alors la rose, vous venez d'en rendre un hommage. D'autres fleurs ? Oui, alors moi j'ai une passion pour le papyrus. L'essence de papyrus, c'est vraiment comme un nouveau patchouli, mais il y a quelque chose de légèrement aqueux, végétal. Ça a été un vrai coup de foudre pour moi quand j'ai découvert cette essence. Qu'est-ce qui vous a procuré ? En fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'était plein de facettes. Et je me suis dit qu'on pourrait faire des nouveaux chypres ou des nouveaux cuirs. Il y a même une note un peu aquatique quand on cherche bien. Puis je trouve cette plante tellement belle. C'est peut-être à cause de l'étang de mon grand-père. J'aurais jamais pensé que le papyrus pouvait sentir. Quand on le voit, ou même quand on casse la tige, ça ne fait pas grand-chose. Et là, vraiment, il se passe quelque chose. Il y a ce côté un peu terreux. Il pousse dans l'eau. Il y a ce côté terreux. Donc les racines sont dans la terre, mais la plante est dans l'eau. Et après, elle sort de l'eau. Donc elle a tout un côté qui peut être solaire. Elle cherche la lumière. Je trouve ça assez fabuleux. Et vous l'avez découverte sous forme d'ingrédients ou sous forme de plantes ? D'ingrédients. J'ai découvert l'essence. Ouais. Et d'autres plantes comme ça qui vous ont un peu chamboulé depuis, vous avez envie de créer différemment ? Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de vacances en Normandie, mais également dans le Sud. Et je n'y allais que l'été. Donc j'avais pas encore senti de mimosa. Et j'ai découvert les mimosas, donc à Tanneron, quand j'ai fait mon alternance à Grasse. Et ça a été un vrai choc. C'était un choc positif. Là, vraiment, ça m'a transportée. Et depuis que je suis étudiante, je travaille en permanence des mimosas. J'ai eu la chance de pouvoir en exprimer une facette dans la collection Chloé. Mais en fait, c'est une fleur un peu comme la rose, que je travaille en permanence parce que je trouve qu'elle a tellement de facettes, on peut raconter tellement d'histoires avec. C'est sans fin. Il y a un autre univers vers lequel on va aller, ce sont vos voyages.
Quel est le voyage qui a marqué votre carrière dans votre processus de création en tant que parfumeur? En fait, avec mon mari, on a commencé à voyager quand on a eu les enfants. C'est assez surprenant parce que nous, on s'est dit, on a les enfants, ça y est, on va commencer à voyager. On a fait plein d'autres choses avant, plein d'autres projets. Et les voyages sont arrivés après. Et j'ai adoré voyager en cellule comme ça, familiale, et leur faire découvrir des choses. Mais celui qui m'inspire encore le plus et qui reste gravé, c'est un voyage au Guatemala qu'on a pu faire avec plusieurs parfumeurs. Et ce pays est tellement riche olfactivement. Grâce à Nélixia, maintenant, il y a du patchouli, de la cardamome. Et il y a eu toute une histoire aussi avec les fumées. On a pu assister à une cérémonie maya où là, le chaman a carrément fait brûler des matières premières. Et tout ça, ça donne de nouvelles perspectives. Et ça ouvre de nouveaux univers. Parmi les familles olfactives, vous en avez cité quelques-unes. Quelles sont celles où vous avez affectionné le plus? Alors, j'adore travailler les floraux. C'est très difficile de recréer et de moderniser et d'avoir une puissance suffisante, voilà, pour que les gens adhèrent. Mais j'adore aussi travailler les chypres. Après, je ne sais pas si on peut dire qu'on maîtrise complètement. Parce qu'il y a toujours cette recherche de la nouveauté et on se met toujours un peu en danger dans la formule en essayant, enfin en tout cas moi, en essayant de chercher une overdose, une nouvelle chose. J'essaie toujours pas de me mettre en danger, mais voilà, de trouver la nouvelle approche, ce qui fait que pas forcément en zone de confort en permanence. Et aussi dans cette perspective de surprendre ceux qui vont le sentir, il y a aussi ce défi-là. Exactement, et c'est pour ça que, évidemment, on maîtrise des choses, mais une fois qu'on maîtrise, je pense que ça permet de vraiment chercher et prendre des risques. Enfin, prendre des risques, c'est un grand mot, risque. Limité. Voilà. Peut-être oser des choses. Et je pense que quand on fait de la création, on n'est jamais dans une routine tranquille. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris avec l'expérience, les années, ou peut-être au contact de votre mentor, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça, Michel Almira, que vous avez cité tout à l'heure? Je suis toujours dans les overdoses pour les points de départ, mais j'ai appris à facetter ces overdoses plus rapidement. Oui. Avant, je mettais beaucoup plus de temps. Il faut bien que l'expérience quand même serve. Mais je pense qu'il y a toujours ce point de départ où il faut une idée un peu folle, une overdose, pour qu'il y ait une prise de parole. Et c'est vrai qu'avec Michel, on s'est tout de suite bien entendu parce qu'il a des formules très courtes, très en overdose également. Et il m'a appris vraiment déjà à ne pas avoir peur de mes idées, de les assumer et de les travailler derrière. Il m'a appris cette conscience et cette précision parce que j'ai commencé par peser ces formules. Ensuite, on sentait ensemble tous les essais. Donc, j'ai vraiment vu les effets des matières premières une par une. Il m'a appris une méthode pour voir l'effet des matières premières. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le temps d'apprendre mes gammes avec Michel. Il a une patience incroyable, mais aussi une exigence, parce que je me rappelle d'une anecdote où je m'étais trompée en pesant, parce que, à l'époque, une formule papier, on prenait les flacons sur les étagères, il n'y avait pas de vérification par une machine, donc on pouvait se tromper de flacon en prenant sur l'étagère. Et donc, quand je suis arrivée avec l'essai, on l'a senti. Lui, il a tout de suite vu ce que c'était. C'était vraiment tout au début. Il a tout de suite compris c'est l'erreur que j'avais faite. Et moi, je me suis dit, il y a un truc qui colle pas. Ça sent pas ce que ça devrait sentir. Donc, il m'a dit, écoute, tu remontes au laboratoire. Et puis, tant que t'as pas trouvé ton erreur, tu redescends pas. Très exigeant. Voilà. Mais je le remercie parce que vraiment, ça m'a servi. Et j'ai trouvé. Et j'étais très fière d'avoir trouvé. En fait, moi-même. Bien sûr. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre. Exactement. Alors, de cette époque de vos débuts à aujourd'hui, comment vous avez vu votre odorat évoluer? Une évolution de mon olfaction. Après, c'est sûr qu'à force de sentir des nouveautés et des matières premières, on en veut toujours plus, en fait. On devient de plus en plus exigeant. Que je trouve qu'on nous demande de plus en plus de nouvelles idées en permanence. Et ça devient... Et moi, j'adore ça, évidemment. Mais quelquefois, là où peut-être avant, on pouvait demander... je n'ai pas de nombre en tête, mais peut-être une dizaine de nouvelles idées par an à parfumeur.
Là, c'est devenu plus de demandes et je trouve qu'il y a une exigence, en fait. Alors, c'est très bien et qui nous pousse encore plus loin. Et qui repousse les limites. Et qui repousse les limites. Et ça, j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté où il faut vraiment avoir encore plus d'idées qu'avant. Ça foisonne, mais il en faut encore plus. Ça foisonne, mais il en faut encore plus, exactement. Il y a quand même une actualité qui révèle que cette créativité, elle est bien réelle. Sur le prix du parfum Marie-Claire 2022, prix du meilleur parfum féminin, Idia, La Nuit de Sisley. Quand vous avez reçu ce prix, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bien sûr, de la fierté. Oui, évidemment de la fierté. Et surtout, je me dis que c'était assez inattendu aussi parce que c'est pas un blockbuster. C'est vraiment une création pour le plaisir, vraiment pour travailler main dans la main avec Madame d'Ornano et les équipes de Sisley. C'est l'histoire de Madame d'Ornano. Il y a quelque chose de très, très touchant et aussi d'avoir récompensé ce parfum parce qu'effectivement, la réalisation a plu aux consommateurs et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir en tant que parfumeur. Mais c'est vraiment une histoire, ce parfum. Je vais vous la raconter. L'histoire d'Isia, ça a commencé avec une rencontre avec Madame d'Ornano qui est incroyable. Elle m'a fait envoyer un bouquet de fleurs de son jardin, un bouquet de roses, des roses magnifiques. On ne connaît pas l'espèce botanique, on ne l'a jamais trouvée, mais elles poussent dans son jardin et elles ont une odeur incroyable entre une rose, citron, poire, enfin elles sont bicolores, jaune et rose. Donc j'ai vécu avec ce bouquet de fleurs pendant plusieurs jours au bureau, je le ramenais chez moi donc je le quittais pas pour réussir à créer l'odeur de ces roses. Et je tenais vraiment à le faire moi-même, de pas passer par une technique de NP. Je voulais que ça vienne du cœur. Je trouvais ça génial de pouvoir vivre avec ce bouquet de roses et recréer l'odeur. Suite à ça, on a créé donc le parfum Isia, qui est tout en lumière, tout en floral. Il y a ce côté végétal aussi dans Isia dont je parlais au début, qui est très important pour moi, parce qu'il y a aussi de l'essence d'angélique qui amène un côté végétal. Donc un peu toute mon histoire que j'ai rajoutée sur la rose de Madame d'Ornano. Et après, elle m'a demandé de travailler sur une version de La Nuit, donc vraiment le côté plus... presque l'amour, la nuit, mystérieux et sensuel. Et c'est une belle histoire parce que j'ai l'impression d'ouvrir un nouvel opus, mais de dire des nouvelles choses. C'est de pouvoir m'exprimer différemment avec cet accord rose que j'ai créé pour reproduire l'odeur des roses de Madame d'Ornano. Entre le moment où vous avez reçu le bouquet et le moment où vous lui avez fait sentir cette création, il s'est passé combien de temps? Alors j'ai commencé par lui faire sentir vraiment la reproduction pour moi au nez de l'odeur de ces roses incroyables. Je me suis dit, tant qu'elle valide pas cette odeur, cette fragrance, tant qu'elle retrouve pas ces roses dans le cœur, dans ce cœur de... J'avais pas du tout travaillé le reste. Je me suis dit, on pourra jamais commencer. Donc voilà, c'est la fondation, le point de départ, qui nous a permis après de construire. Et j'adore en fait travailler après des nouvelles inflexions. J'ai l'impression de raconter des nouvelles histoires. C'est assez passionnant. Donc ça, c'est une rencontre qui vous a marqué, comme celle précédemment de Michel Merck. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui vous a aussi impulsé ou provoqué des créations peut-être inédites? Il y a beaucoup de rencontres, et ça n'est que ça en fait, que ce soit des couturiers ou rencontrer des nouvelles matières premières. C'est quand Xavier Brochet monte de grâce et nous présente les nouveautés. Et c'est Noël. Enfin, j'ai l'impression d'être... Je redeviens une petite fille et je me dis, ah là là, j'arrive, je vais avoir de nouveaux jouets. Mais oui, il y a une autre rencontre et j'aimerais bien parler d'Honorine Blanc, qui est maître parfumeur chez Firmenich. J'ai beaucoup travaillé avec elle ces dernières années. Et elle m'a beaucoup apporté dans le monde de Firmenich. Et elle m'a beaucoup apporté aussi dans mes formules. Elle m'a ouvert tout un univers, surtout avec les États-Unis, une autre manière de voir. Et j'adore apprendre. Et du coup, j'ai été très sensible à ce qu'elle m'ouvre cet univers. Et j'ai beaucoup appris. Donc, c'est vrai que la parfumerie américaine, c'est différent. En quoi ? Là, j'ai beaucoup travaillé pour BBW. Donc, c'est vraiment un autre univers. Déjà, c'est pas du tout le même rythme. Ça va beaucoup plus vite. Il y a une recherche de performance, évidemment, comme tout le monde, mais encore plus difficile à atteindre parce qu'il faut aller très vite. Donc, il faut vraiment tout de suite commencer avec la bonne performance, la bonne idée, le bon accord. Et je crois que le plaisir doit être encore plus important parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la parfumerie
uniquement plaisir. Il y a vraiment ce côté, en tout cas pour BW, il y a vraiment ce côté où il faut tout de suite que ça plaise et je trouve ça génial de pouvoir travailler Isia avec d'un côté. Alors évidemment, il y a du plaisir. Dans Isia, c'est des parfumeries complètement différentes et je trouve ça hyper enrichissant pour un parfumeur de pouvoir travailler ces deux facettes entre la France et les États-Unis. Alors on entend ces exigences de rythme, parce que vous parlez de rythme avec ces deux exemples, ces exigences de patience, de résilience, d'endurance aussi. Comment vous vous ressourcez, faire face finalement pour répondre à ces exigences ? Je dois dire que le Covid a changé ma vie. Il a changé ma vie au travail parce que maintenant, je m'autorise à faire du télétravail et Firmenich me le permet. Donc ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire que je peux aller me ressourcer, aller travailler un petit peu à la campagne, un petit peu chez moi. Et je trouve que quand on est créateur, c'est tellement un bonheur de pouvoir sortir. On a notre iPad ou notre ordinateur, on peut travailler n'importe où. On n'a pas besoin d'être enfermé dans un bureau. D'ailleurs, je pense que ça a été une hérésie d'enfermer des parfumeurs 10 heures par jour dans un bureau. J'ai besoin de me ressourcer, de me concentrer. Je me mets dans ma bulle chez moi ou ailleurs. Et là, je peux créer, avancer en étant concentrée. Est-ce que dans cette bulle, il y a un rêve de parfum idéal ? Je sais pas si je cherche forcément le parfum idéal. Est-ce que ce serait pas un peu triste même ? Ce serait presque le mot de la fin. Je vais cependant vous le proposer sous une autre forme. Quelle serait votre devise après toutes ces belles facettes de votre métier que vous nous avez présentées ? Je dirais, ma devise, ce serait avoir le courage d'oser. Osons. Osons. On va finir sur ce mot. Oui. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Isabelle. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast, Paroles de parfumeurs de la maison Firmenich.